Madame, Monsieur, bonsoir. Le candidat du SDF, le Social Democratic Front, pour la présidentielle de 2018, a présenté son programme mercredi à Douala. Intitulé « 24 mesures fortes pour 24 millions de rêves », il s'agit du projet de société qui sera soumis aux Camerounais le 7 octobre prochain parmi 8 autres candidats. Politique, économie, société, culture et sport, rien n'y échappe. Des réformes institutionnelles sont envisagées avec des conséquences socio-économiques attendues. Élu dans le cadre des primaires SDF le 24 février dernier, Joshua Ossi, premier vice-président du SDF, originaire de Kumba dans le sud-ouest et député élu dans le littoral, est également vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'il vise la magistrature suprême alors que son parti a une histoire avec ce rendez-vous. Atouts et faiblesses de l'homme et de son projet, Joshua Ossi est notre invité ce soir. Présent lors de la rencontre du comité exécutif national du SDF tenue ce matin même à Yaoundé, Joshua Ossi est en ce moment en route pour ce studio. Des contingences ne lui ont pas permis d'être là à l'heure. Un cas de force majeure évidemment indépendant de sa volonté. Et nous l'aurons d'un moment à l'autre parce qu'on l'a eu au téléphone il y a quelques secondes seulement. Il sera donc là d'un moment à l'autre. Cela dit, je vous suggère de nous excuser pour ce léger retard, mais de prendre au moins 2 rendez-vous, 2 temps forts. Le comité exécutif national du NEC s'est donc réuni ce matin à Yaoundé. Je vous suggère de revenir sur le compte rendu de cette rencontre-là pour évidemment planter le décor de cette émission et comprendre sous quel angle, sous quel plan le SDF entend mettre cette campagne électorale. C'est un reportage de Olivier Boziqueux depuis Yaoundé. Le Social Democratic Front peaufine ses stratégies pour l'élection présidentielle du 7 octobre. Un jour après la présentation de son projet de société, Joshua Ossi, le candidat du parti, a réuni les militants à Yaoundé avec pour objectif premier dresser le calendrier des descentes sur le terrain en vue de la campagne qui s'ouvre le 24 septembre prochain. Pour lui, le parti est prêt à affronter ce défi. Nous sommes prêts, nos responsables régionaux sont prêts, nous sommes sereins et nous sommes prêts à gouverner ce pays à partir du 8 octobre. Dans leur bataille contre Elections Cameroun, en ce qui concerne l'installation des bureaux de vote dans les casernes militaires, Joshua Ossi et ses camarades n'entendent pas baisser les bras. Bien plus, ils militent pour la révision du code électoral avant le scrutin. Le SDF a un candidat à ces élections. Non seulement le SDF ira aux élections, mais le SDF gagnera. Nous apprenons que l'ECAM, avec la complicité du Premier ministre et certains responsables militaires, veulent changer la loi. Nous attendons donc que le gouvernement convoque l'Assemblée nationale. Mais si l'Assemblée nationale n'est pas convoquée pour changer le code électoral, nous irons à cette élection et nous la gagnerons. Cette réunion extraordinaire du comité exécutif national leur permettra en outre de tabler sur les contributions des militants pour l'élection, aussi de prendre des dispositions particulières en ce qui concerne les régions du nord-ouest et sud-ouest. Pour l'heure, le détail des résolutions de ce comité exécutif national réuni en rencontre extraordinaire ce matin à Yaoundé ne sont pas encore à la disposition de la presse, mais tout au plus, il faut retenir qu'il a été question de la mobilisation des présidents régionaux, le vote des Camerounais déplacés et réfugiés, ça c'est nouveau. Le SDF demande que les Camerounais déplacés, notamment des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et ceux qui sont réfugiés du fait des difficultés sécuritaires qui sont observées dans cette région, le SDF demande donc que ces messieurs-là, ou du moins ces compatriotes-là, puissent voter. On a également parlé du chronogramme, du déploiement du parti tout au long de cette campagne, de la mobilisation de tous les cadres et du financement de la dite campagne. Il est clair qu'au cours de nos réunions, de nos éditions d'information, nous reviendrons plus amplement sur les résolutions de ce NEC. Mais avant cette rencontre du NEC à Yaoundé, il y a eu hier, ici à Douala, mercredi, la présentation du programme de Joshua Ossi. C'était devant la presse, devant la société civile, évidemment, à l'opinion nationale et internationale. Il était donc question non seulement de parler des 24 points essentiels qui sont comme la figure de ce projet-là, mais surtout de revenir en détail sur tous les autres éléments du projet de Joshua Ossi. Je vous suggère à présent ce reportage de Léla Renganze qui nous en rend compte.
S'il est élu au soir du 7 octobre, Joshua Ossi, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, envisage la fermeture immédiate de l'ENAM. À côté de cette mesure figurent 24 autres dites fortes, entre autres, doubler le salaire des fonctionnaires pour lutter contre la corruption en les sortant de la précarité, créer un SMIC à 160 000 sur 5 ans en fermant les poches de dépenses inutiles de l'appareil étatique, instituer l'élection présidentielle à 2 tours, introduire une véritable couverture sanitaire au Cameroun, ou même encore mettre sur pied une réelle réforme foncière qui permette à chaque famille camerounaise d'avoir un titre foncier. Le candidat du SDF a présenté ce jour à la presse son programme politique, économique et social. Conçu sur 48 pages, ce contrat avec les Camerounais est structuré en 6 paliers, allant de l'amélioration des conditions de vie des populations, la réinvention de la patrie, construction d'un Cameroun nouveau, la stimulation de la croissance en axant la politique sur les avantages compétitifs, la création d'un Cameroun en harmonie avec la diversité de notre culture et de notre environnement, promotion des arts et de la culture pour financer les manifestations culturelles et l'industrie de la culture, la construction d'un Cameroun pour vivre les rêves des uns et des autres en faisant la promotion de l'industrie, transformation des produits locaux, agricoles, forestiers et miniers. Et le 6e chantier que compte attaquer Joshua Ossi est la révolution numérique. Sur le plan fiscal, le natif du Sud-Ouest envisage la mise sur pied de 68 réformes budgétaires et fiscales pour mieux faire croître l'économie camerounaise. À en croire l'équipe du candidat Ossi, ce programme découle non seulement d'un ensemble d'observations, mais aussi de la participation de nombreux Camerounais à travers le site officiel du candidat. Le dit programme vise la construction d'un Cameroun nouveau, le sorti de l'abîme dans lequel il est plongé depuis 36 ans, en le remettant sur le chemin de l'unité dans la diversité et du progrès dans la solidarité. En d'autres termes, remettre le pouvoir au peuple pour qu'il prenne en main son destin. 24 mesures fortes pour 24 millions de Camerounais, ce sera certainement le leitmotiv de la campagne du SDF tout au long de cette période. Au cours de la rencontre présentation du projet de société de Joshua Ossi, il y a un élément qui a particulièrement attiré l'attention des participants. Il s'agit bien sûr de l'économie numérique. Joshua Ossi en fait l'un des points majeurs de sa campagne. Je vous suggère de prendre une des attitudes du candidat du SDF au cours de cette rencontre. Nous pensons qu'il faut arriver à l'ère, il faut s'arrimer à l'ère du numérique et donc dématérialiser complètement l'administration et toutes les procédures d'obtention des papiers. Aujourd'hui, dans un pays que je ne veux pas citer, mais qui m'inspire, et c'est un pays qui est loin derrière le Cameroun en termes de développement, vous avez devant les mairies les mêmes automates que vous avez devant les guichets, devant les bâtiments des banques, les guichets automatiques de monnaie. Seulement ici, vous mettez votre pièce de 500 francs, vous mettez votre identifiant unique qui est sur votre carte d'identité et on vous demande ce que vous voulez. Vous dites une copie d'acte de naissance, vous appuyez là et ça imprime et ça sort et vous rentrez chez vous en 2 minutes. Vous pouvez le faire 24 heures sur 24. Donc je pense que les autres pays nous ont montré la voie. Ce que je veux faire en 7 ans, c'est de les doubler. Évidemment, plus que le temps n'a pas permis à tous les Joshua Ossi et tous les participants d'aller dans les détails de ce projet de société. Je vous le rappelle, nous l'avons reçu. Il comporte 76 pages à décrypter tout au long de cette période de pré-campagne, mais également tout au long de la campagne, jusqu'au 6 octobre, puisque les candidats vont plutôt avoir les électeurs face à eux le 7 octobre. Nous avons eu dans la salle également de la présentation du projet de Joshua Ossi quelques réactions, quelques interrogations sur les points qui n'étaient pas suffisamment détaillés. Et je vous suggère de prendre 2 réactions de participants lors de cette rencontre ici à Douala. Je questionne davantage le palier économique de ce projet qui porte sur 3 mesures qui me paraissent en réalité contradictoires. Joshua Ossi parle de l'élévation du SMIC de 36 960 000. Il parle également de l'élévation du salaire des fonctionnaires, de doubler le salaire des fonctionnaires. Et il parle aussi de la suppression de l'ENAM. Or, vous savez bien que l'ENAM aujourd'hui, c'est le moule de formation des fonctionnaires qui ont, depuis des décennies, plombé la machine bureaucratique et en l'occurrence la machine administrative. On ne peut donc pas en même temps
se décider à doubler le salaire des fonctionnaires et parallèlement à fermer immédiatement les NAM. C'est un paradoxe. C'est vrai qu'il fait savoir qu'il n'est pas en train de développer l'idée suivant laquelle les NAM aujourd'hui, ce sont les hommes qui font les NAM, mais ce ne sont pas les hommes qui font les NAM, mais c'est plutôt les NAM qui font les hommes. Mais moi je voudrais lui faire savoir qu'il y a un problème de mentalité qu'il semble occulter. Parce qu'en réalité, le problème de fond ici que Joshua aussi devrait attaquer, c'est celui de la réforme de la fonction publique camerounaise. La fonction publique camerounaise est plombée par un ensemble de mentalités rétrogrades au développement. Corruption, prévarication, népotisme, favoritisme, clientélisme. Bref, tous les tares sont notés dans la bureaucratie administrative. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la fonction publique est plombée et prise en tenaille par des individus qui sont mus par une logique consommatoire. C'est pour ça que la fonction publique au Cameroun est focalisée sur la consommation et non pas sur la production. Victor Issotiki, secrétaire général du groupement des startups numériques du Cameroun. Le programme du président Joshi, c'est un programme ambitieux, un programme de réforme, un programme de valeur ajoutée, un programme de croissance. Mais c'est surtout un programme de cohésion et qui remet la dignité, l'homme à la dignité. La dignité camerounaise aujourd'hui, elle est un peu édulcorée. Donc c'est ce que j'ai retenu grosso modo, mais j'ai surtout aimé le point, l'axe sur l'économie numérique, le e-government qui va permettre à chaque Camerounais d'avoir par exemple un visa n'importe où il se trouve du Cameroun, bien demander à un ami de faire le e-visa. Aujourd'hui c'est difficile, il faut la paperasse, il faut l'administration, les impôts, la réforme foncière, tout ça avec le e-government ça va s'améliorer. Mais surtout, le président Joshua nous a rassuré sur le fonds spécial de soutien à l'économie numérique qui va permettre de créer tout l'écosystème, c'est-à-dire permettre à ce que les écoles forment effectivement les acteurs des technologies de demain, qu'il y ait des incubateurs, ceux qui accueillent, ceux qui créent, ceux qui ont des idées pour les maturer ou bien maturer les projets, et évidemment les accélérateurs, ceux qui permettent de commencer à faire les prototypes et de commencer à avoir des petits financements pour développer leurs projets et des fonds de développement effectivement de projets. Donc sur ce plan-là, le président Joshua nous a montré que ce n'était pas juste du maquillage, parce qu'aujourd'hui tout le monde, l'économie numérique est à la mode et les politiciens parlent de l'économie numérique sans substance. On en parle beaucoup, on en parlera encore énormément tout au long des prochains jours. 24 mesures fortes pour 24 millions de rêves. De quoi est-il véritablement question? Essayons de parcourir les mesures que propose le projet de société de Joshua aussi. Forme de l'État fédéral calqué sur les 10 régions actuelles. Création d'un SMIC à 160 000 francs CFA sur 5 ans pour soutenir la consommation. Doublement du salaire des fonctionnaires sur 5 ans, réforme foncière, une famille, un titre foncier, supprimer les loyers d'avance et régulariser la relation bailleur-locataire, introduire des incitations indexées sur la pénibilité pour les fonctionnaires en zone rurale et en zone difficile pour lutter contre l'absentéisme et l'abandon des postes. Mettre en place une loi d'orientation sur le contenu local et l'imposer dès la première année dans la commande publique, gratuité des consultations et soins pré- et post-natales jusqu'à l'âge de 2 ans, ainsi que pour l'accouchement, même par césarienne. Introduction d'une couverture santé de base à hauteur de 500 000 francs CFA par ménage et par an pour une prime de 1 000 francs CFA par personne et par mois. Introduction d'une bourse scolaire pour les enfants issus des ménages les plus défavorisés et la suppression de la scolarité dans les universités d'État et les grandes écoles. École gratuite et obligatoire jusqu'à la fin du cycle du secondaire. Programme éducation 2.0, développer les infrastructures et la capacité numérique pour transformer l'enseignement et l'éducation. Fermeture de l'ENAM, suppression des contrôles routiers fixes, intégration des comités de vigilance actifs dans la partie septentrionale dans les forces de l'ordre, élection présidentielle à 2 tours avec un bulletin unique pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, mise en place d'une conférence nationale vérité, réconciliation et réparation ainsi que d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Délocalisation du chef-lieu de la région du centre dans une autre localité de la région du centre.
promouvoir l'implantation de certaines administrations et services publics dans leur centre d'intérêt, établir notre souveraineté monétaire, réduire la taille du gouvernement à un maximum de 20 départements ministériels, activement promouvoir le projet Transaqua pour approvisionner le bassin du lac Tchad en eau pour le faire renaître, faciliter, renforcer l'accès en eau potable des populations et développer l'agriculture, instaurer un service national universel pour la jeunesse et enfin sur les 24 points, proposer la candidature du Cameroun pour la co-organisation avec d'autres pays d'Afrique subsaharienne de la Coupe du Monde 2030. Bonsoir Joshua aussi. Bonsoir, bonsoir Dipita. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Merci, merci et bonsoir aux téléspectateurs. Pour vous prendre avec l'actualité, le NEC s'est réuni tout à l'heure. On n'en a pas encore les résolutions dans le détail. On a évoqué quelques points tout à l'heure avec les téléspectateurs qui ont été abordés. En quelques mots. Écoutez, j'oserais pas en parler parce que j'ai dû partir en cours de chemin pour rattraper vos studios ici à Douala. Donc je ne suis pas resté jusqu'à la fin, donc je ne pense pas être qualifié pour pouvoir vous dire plus. Vous savez, les résolutions se décident à la fin d'une réunion. Quand on part avant la fin, je pense qu'on n'est pas la personne indiquée pour venir en parler. Et puis vous savez, j'étais en route, donc je devais être ici à l'heure et donc j'avais pas de communication et donc je n'ai pas eu comment dirais-je, les décisions finales ou les résolutions finales, mais je peux dire que la réunion on avait une très très bonne ambiance aujourd'hui à Yaoundé lors de cette réunion et les gens sont sereins, nous sommes prêts sur le terrain. Les scrutateurs sont identifiés. Nous avons assez de monde aujourd'hui déjà. Partout, le parti est organisé. Et le programme de bénévoles que nous avons mis sur pied pour cette élection bat son plein. Et donc, nous sommes assez contents des résultats à mi-chemin dans cette période préélectorale. Et je reprends la route demain matin. Vous aurez un scrutateur dans chaque bureau de vote. C'est ce que nous faisons. Maintenant, il peut avoir 1, 2, 3%. Vous savez, il peut avoir des malades, des loupés, etc. Vous savez aussi qu'on a des problèmes avec Elecam aujourd'hui qui semblent ne pas vouloir déplacer les bureaux de vote des casernes militaires, des commissariats de police et des chefferies. Et donc, vous savez, si on pose des bureaux de vote dans ces lieux, c'est justement pour rendre le travail des partis politiques et la démocratie impossible. Nous avons mis sur pied une commission qui est en charge d'essayer de ramener les CAM à la raison et de leur demander de rendre, en fait, de respecter la loi qui dit tout simplement que les bureaux de vote doivent être dans des lieux publics. Et nous espérons que ça va arriver, mais si ça n'arrive pas, on pourrait éventuellement avoir des problèmes à ce niveau. Mais je ne pense pas que ces problèmes aujourd'hui, tels qu'ils se présentent, sont de nature à nous décourager. Et donc, nous lançons comme prévu la formation de nos scrutateurs dès le mois de septembre. Et nous sommes sereins. Nos présidents régionaux sont en place, les équipes sont mobilisées, tout le monde travaille pour cette élection. Venons-en donc au protocole qui a été retenu pour ce soir. Si au soir du 7 octobre, du moins, lors de la proclamation des résultats, le président de la Cour constitutionnelle Clément Tangana déclare Paul Biya vainqueur, que diriez-vous aux Camerounais? Quel message enverrez-vous? Serez-vous rassurant? Reconnaîtrez-vous la victoire de votre adversaire? Quel sera le premier signal de Joshua aussi à ce moment-là? Écoutez, je pense qu'au vu des sondages actuels qui ont été commandés par la présidence elle-même, il est donné perdant. Donc je me base sur le fait que si vous commandez vous-même un sondage et il vous donne perdant, c'est qu'il y a quand même des fortes chances que vous ne gagnez pas cette élection. Donc je me suis présenté à cette élection parce que je pense
que, comme moi, la majorité des Camerounais veulent tourner la page, on veut libérer notre pays, on veut avancer et on veut arrêter de faire du surplace. Et donc, je suis confiant au vu de ce que je vis sur le terrain, au vu du retour que je reçois, que les résultats seront positifs. Et ces résultats positifs vont nous permettre, et j'en suis presque certain, d'avoir un Conseil constitutionnel qui sera dans l'obligation de donner les résultats tels que voulus par le peuple camerounais. Et je ne vois pas pourquoi il devrait venir se prêter à un exercice de 92 où il y avait quelqu'un qui avait les mains liées quand il donnait les résultats. Donc je ne rentre même pas dans cette hypothèse-là en ce moment, parce que ça ne fait pas partie des considérations à l'ordre du jour. Nous travaillons pour la victoire, nous voulons consolider cette victoire, nous voulons la rendre la plus inclusive possible. C'est pour cela que nous pensons que cette victoire appartient à tous les Camerounaises et tous les Camerounais. Et donc, il n'est pas question aujourd'hui de commencer à penser à un plan C et à un plan D. Nous sommes dans le plan A, éventuellement il y aura un plan B, mais le plan C et D, je pense que c'est mal utiliser mon temps d'antenne d'en parler. Permettez-moi de vous dire que nous gérons le temps d'antenne. Je pourrais vous rassurer, on ira jusqu'à minuit, rattraper les quelques minutes qui nous ont séparés. C'était pas ça, c'était pas le temps, je veux dire, dans la d'accord. Voilà. Ben, pour revenir quand même, le SDF a-t-il un dispositif pour défendre le vote des électeurs et s'assurer que le résultat qui sera proclamé au soir du 7 octobre sera le résultat qui se rapproche le plus de la réalité des urnes? Je pense, premièrement, pour être clair, que le seul parti politique d'opposition capable d'avoir ce dispositif, c'est le SDF. Donc déjà, pour tous les électeurs qui pensent éventuellement, dans l'absolu, vouloir voter utile, il est évident qu'il faut travailler avec le parti politique qui a cette expérience, qui est présent partout de façon structurée, pas présent partout parce qu'on fait croire qu'on est présent, mais vraiment présent sur le terrain, avec des cadres locaux, etc. Et ce n'est qu'à travers cela qu'on arrive à imposer, les résultats de sortie des urnes. Et donc, il faut comprendre que nous sommes dans une logique de continuité, c'est-à-dire que nous accumulons l'expérience élection après élection, et cette expérience aujourd'hui nous permet d'être serein, de dire qu'il y a très peu de moyens pour que ELECAM, le Conseil constitutionnel ou le candidat BIA arrive à voler la victoire des Camerounais. Nous savons ce que nous préparons. Je ne pense pas que le lieu est indiqué pour parler des stratégies que nous avons et qui sont là et qui sont prêtes pour être déployées si jamais il y a un hold-up électoral ou un coup d'État politique ce jour-là. Mais, encore une fois, je ne pars pas à cette élection avec une notion ou avec une pensée négative. Je ne pars pas à cette élection en mettant toute mon énergie pour le plan B, C et D et en oubliant le plan A. Je vais à cette élection avec le plan A, c'est-à-dire informer les Camerounais, demander aux Camerounais de faire des choix informés, demander aux Camerounais d'être des arbitres, de sanctionner la classe politique pendant cette élection-là et de voter surtout pour un nouveau départ, de voter surtout pour une rupture. Et je veux dire, aujourd'hui, le pays est en guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Aujourd'hui, la jeunesse est dans un désespoir indescriptible. Aujourd'hui, même la patrie n'existe plus véritablement. Et donc, il faut faire les choix qui s'imposent. Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer pendant 7 ans avec cette situation-là. Et donc, moi, mon combat aujourd'hui, c'est de dire aux Camerounais que c'est possible. Et voyez-vous, si je viens aux antennes de STV pour parler de pourquoi ça serait éventuellement pas possible, alors je sors un peu de mon combat. Mon combat, c'est de dire aux Camerounais, c'est possible, allez voter, nous pouvons gagner, nous allons gagner, cette élection est la nôtre, nous allons tourner la page, il ne s'agit pas de venir
et de, comment dirais-je, d'avoir une certaine rancœur ou de vengeance ou d'autres choses. Nous allons nous occuper de tous ces... Donc vous êtes président pour les 7 prochaines années. Alors, élu le 7 octobre et évidemment investi selon les délais constitutionnels, quelle est la première mesure du président Joshua Ossi? Alors la première mesure, vous savez, les urgences, au fur et à mesure qu'on avance, quand on est dans un état de décrépitude tel que c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, c'est un peu difficile. Mais la première évidente, c'est de rendre possible la déclaration des biens. Je pense qu'il faut être exemplaire, il faut être un président exemplaire, il faut pouvoir dire aux Camerounais qu'il n'y a pas d'exception, le président ne fait pas exception. Et donc il faut commencer par là. C'est je dirais pas une mesure forte, mais elle est symbolique et je pense que ça donnera le ton. Et à travers ce geste, tous ceux qui feront partie de mon gouvernement devront faire exactement la même chose et tous ceux qui se présenteront par la suite aux élections législatives, puisqu'il faudra recomposer le Parlement, seront obligés de passer par le même chemin. Donc je pense que c'est une mesure symbolique, mais une mesure forte, et c'est la première qu'on peut mettre sur pied avant d'avoir véritablement une équipe autour de soi pour toutes les autres mesures. Joshua Ossi, président, fera-t-il son bilan de santé, le rendra-t-il officiel? Les Camerounais seront-ils informés de comment... Alors, j'ai personnellement déposé en tant que député une proposition de loi pour la transparence dans l'information publique. Et je pense qu'il est important que les Camerounais soient informés de ce qui se passe avec leur président, avec leur gouvernement, avec les finances publiques, avec le Parlement, etc. Et donc, je serai un président pour le plus de transparence possible. Bien sûr, il y a un cercle de vie privée qu'il faut protéger. Je suis pour la protection de ce cercle-là. Mais au-delà de cela, si vous êtes président de la République, si vous êtes ministre de la République, il est important que votre bilan de santé, en tout cas la partie qui est communicable, soit communiquée pour qu'on évite d'être dans des situations où on a un président de la République qui multiplie les courts séjours privés à l'étranger. Puisque vous êtes dans les symboles, vous pourriez également le faire en tant que candidat du SDF. Ça montrerait peut-être l'exemple. Écoutez, malheureusement, en fait, oui, je peux le faire, il n'y a pas de problème, mais c'est même une très bonne idée que vous me donnez. Je peux peut-être, la prochaine fois que je passe à vos antennes, revenir avec un bulletin de santé. Mais vous savez, il ne s'agit pas de... comment dirais-je, de présenter un document qui pourrait être falsifié ou qui pourrait être fait par un médecin complaisant, etc. Il s'agit de mettre sur pied des systèmes, de faire en sorte que la transparence soit institutionnelle, c'est-à-dire qu'on a un médecin auquel on doit rendre compte qui est celui qui a été choisi par le Parlement ou alors par... la Cour suprême, ou j'en sais, ou par l'ordre des médecins eux-mêmes, qui est le médecin attitré pour faire ce bulletin de santé. Parce que si moi je choisis mon médecin de famille ou mon camarade de classe médecin pour le faire, voyez-vous, ça serait déjà faussé. Mais ce que je voulais dire par rapport aux candidatures, c'est que ce qui échappe à beaucoup de Camerounais, c'est qu'à la dernière élection présidentielle, avant le code électoral, les candidats à la présidentielle étaient obligés d'avoir un bulletin, c'est-à-dire un certificat médical pour être candidat. Ça faisait partie du dossier. On l'a soutiré dans le code électoral. Cette disposition-là n'existe plus et vous savez très bien pourquoi. Ce n'est pas l'opposition qui a fait le code électoral. Alors, prévu pour se faire à la fin de ce mois d'août d'ailleurs, l'Assemblée générale des anglophones, la All Anglophone Conference, a été reportée au mois de novembre prochain. Alors, si l'on s'en tient des délais de vos prévisions de champion à la prochaine élection présidentielle, vous serez donc déjà investi. Le gouvernement actuel s'est montré méfiant vis-à-vis de ces assises-là. Vous, président de la République, irez-vous personnellement à l'Assemblée générale des anglophones porter le message de l'État à l'égard de ceux-là qui contribuent, recherchent le dialogue, la paix et la sécurité dans ces régions? Premièrement, je serai un président au contact des populations, de toutes les forces vives de la nation. Je serai un président à l'écoute et je ne mettrai de côté aucune initiative qui peut améliorer le quotidien des citoyens. Aucune. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, ça ne veut pas dire qu'il y aura
une tolérance indescriptible ou du laisser-faire, etc. Mais tout ce que je veux dire, c'est que il faut être dans une disposition de comprendre que vous êtes le président de la République de 24 millions de Camerounais, 20 millions ici, 4 millions ailleurs, mais vous n'avez pas le monopole de la raison, vous n'avez pas le monopole de la compréhension des choses, et donc ce n'est qu'en laissant les gens discuter, cette liberté individuelle, cette liberté d'association, de laisser les gens parler, de s'exprimer, que vous pouvez bâtir réellement une nation. Et on a besoin de ça. Aujourd'hui, le Cameroun, ce qui manque au Cameroun fondamentalement, c'est le fait, ce chantier, je veux dire, c'est de passer d'un pays à une nation. Et pour ça, le prochain président que je serai, je mettrai toute mon énergie, je mettrai toute ma force et mon temps là-dedans pour faire en sorte que finalement, qu'un enfant du nord, du sud, de l'est, du sud-ouest, nord-ouest, du centre, etc., pourra sans hésitation vous dire qu'est-ce que c'est que d'être Camerounais et pourquoi est-ce que ce projet commun qu'on a de bâtir cette nation est si important. Et ça, on ne peut pas y arriver en ayant des slogans creux de un Cameroun un et indivisible. On ne peut pas y arriver en essayant d'imposer une seule vision. On peut y arriver quand on discute, quand on écoute et quand on laisse les gens venir avec les idées, les bonnes, les mauvaises, etc. Les organisateurs de ces assises, le cardinal Christian Toumi, le docteur Simon Monzou et tous ceux qui ont contribué, que ce soit les religieux et la société civile, entendent faire asseoir toutes les parties prenantes, y compris ceux-là qui ont pris les armes. Joshua aussi, président de la République, s'assirait devant Sisikou Ayok Tabé pour discuter de ces questions-là? Alors, premièrement, j'aimerais dire ici que dès que cette idée a surgi, je suis allé personnellement rencontrer le cardinal. C'est un leader religieux, spirituel d'ailleurs, pour qui j'ai énormément de respect. Et il m'a expliqué sa démarche que j'épouse entièrement et que je soutiens entièrement. Et je pense que c'est très courageux de sa part de prendre cette position et ça démontre à merveille l'amour qu'il a pour ce pays et la compréhension profonde qu'il a des différentes tensions qui existent et du contentieux historique de ce pays que malheureusement beaucoup à Yaoundé n'ont pas. Et ceci dit, la chance de cette rencontre, c'est qu'ils n'auront plus affaire au Yaoundé d'aujourd'hui, mais au Yaoundé de demain. Et ce Yaoundé de demain que j'incarnerai, Monsieur Dipita, je ne tolérerai pas qu'il y ait un seul prisonnier politique dans les geôles camerounaises en tant que président de la République. Et je viens en tant que candidat, je suis conscient que le problème que nous avons au sud-ouest et au nord-ouest est un problème fondamentalement politique et il doit être traité en tant que tel. Et donc s'il y a des individus qui n'ont pas pris les armes et qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas pris les armes, parce qu'ils ont une opinion autre que celle de Yaoundé et parce qu'ils ont, je dirais, eu le courage de prendre, d'avoir un discours que Yaoundé ne veut pas écouter, c'est pas pour autant que leur place est en prison. Et la première des choses que je ferai pour pouvoir discuter avec eux, c'est de les libérer. C'est de pouvoir se dire et se bomber le torse qu'on est dans un pays de liberté, de respect des droits de l'homme et que personne ne sera en prison parce qu'il ne pense pas exactement ce que moi, président de la République, je pense. Alors, au cours de cette campagne, on le sait, il y a les zones, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont en proie aux affrontements. Comptez-vous vous rendre, par exemple, dans des localités comme Essou, Bali, Batibo, Manfé, Kondo-Titi, Mouya, durant votre campagne, des zones dont on sait que la tension est encore dense et intense. Votre seule présence là-bas pourrait-elle peut-être pas faire cesser le feu, mais pourrait-elle atténuer ceux-là qui sont de revanchards? Alors, oui, bien sûr. Je crois aujourd'hui, beaucoup de Camerounais de ce côté du Cameroun, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et d'ailleurs les ressortissants originaires de ces deux régions qui se trouvent dans d'autres régions du Cameroun, sont conscients du fait qu'aujourd'hui, on a un choix
le 7 octobre, soit d'élire un président de la République qui comprend le problème, qui comprend la crise actuelle dans ces deux régions et qui peut et veut et a la capacité d'apporter des solutions à cette crise-là, ou alors de rester dans la logique du statu quo et de l'enlacement de cette, je veux dire, de cette guerre civile. J'ai mal au cœur de le dire et c'est pour ça que je cherche des mots, mais il faut sortir de cette spirale de violence et il faut avoir le courage de le faire. Et aujourd'hui, le régime en place à Yaoundé est disqualifié pour apporter des solutions. Parce que vous ne pouvez pas être président de la République et déclarer la guerre à votre propre peuple. Comprenez? Et je ne dis pas par là que je soutiens ceux qui tirent sur des militaires ou ceux qui tirent sur des gendarmes. Loin de là. Mais je dis l'obligation ou alors la responsabilité de ramener de l'ordre, de sécuriser des zones et de faire cesser la violence est entre les mains du gouvernement. Vous ne pouvez pas, sous prétexte du fait que des individus qui sont à Douala, à Batibo Bali, au Moudeba, au Ngouti, ou Yaoundé, décident de prendre des armes, vous érigez en donneur, c'est-à-dire vous remplacez le système judiciaire par l'armée et essayez de faire, comment dirais-je, d'éteindre une idée avec la violence. Vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit. C'est impossible de tuer une idée. Vous pouvez tuer les hommes qui la portent, mais vous ne pouvez pas tuer l'idée. Donc j'essaye juste de dire que je comprends cela, je comprends ce qui se passe, je comprends la frustration des autorités qui sont sur place, ainsi que des militaires et des policiers sur place qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cette logique-là, dans ces deux zones-là. Je comprends les populations qui sont victimes de cette violence et c'est pour ces populations-là que je pense qu'il faut absolument intervenir et avec urgence et aller voter le 7 octobre pour mettre fin à cette guerre-là, parce que l'immense majorité des populations du Nord-Ouest et du Sud-Est sont victimes d'une situation et le gouvernement l'a démontré. Ce sont des punitions punitives qui sont la règle et pas l'exception. J'en veux pour preuve le fait qu'on bloque Internet pour 2 régions pendant une centaine de jours démontre à merveille la logique du gouvernement. Mais à l'état actuel, quelle est la solution que vous suggérez face à cette situation d'insécurité? Et en face de l'armée camerounaise, les individus qui ont certes des revendications, mais sont politiques, elles sont sociales, elles sont tout ce qu'elles sont, mais il y en a qui ont des armes. Quelle est la solution immédiate que vous proposez ce soir au gouvernement pour que... Écoutez, M. Dipeta, je ne viens pas vous voir pour proposer des solutions à un gouvernement qu'une partie des Camerounais considère comme étant même à la source du problème. Quelle est la solution que vous mettez en place pour la recherche? Voilà la bonne question. Et vous avez une partie de cela dans mon programme. Il faut avoir le courage de parler à ces gens. Il faut avoir le courage de renvoyer l'armée dans les casernes. L'armée n'a rien à faire dans le règlement d'un conflit politique si ce conflit aujourd'hui est armé. Ce n'est pas parce que des gens ont déclenché une guerre, c'est parce qu'il y a eu une répression lors des manifestations et il y a eu des morts. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, malheureusement, d'une spirale de violence où le gouvernement n'a plus le courage de se retirer. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus le courage de se retirer? Parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. Et c'est pour cela qu'il faut un nouveau président qui arrive et qui fait cesser le fait que des gens tirent sur nos gendarmes, des gens tirent sur nos policiers, qu'on égorge nos militaires, qu'on arrête avec tout cela. Et pour arrêter cela, il faut faire le premier pas. Il ne faut pas être tolérant. Il ne faut pas y aller en croyant qu'en face, on va trouver des saints. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais si vous voulez que ça s'arrête, il faut bien parler. En Irlande, on a parlé avec les sécessionnistes. Dans tous les pays du monde, même en France, on a parlé avec tous ceux qui étaient dans l'ETA, etc. En Espagne, la même chose. En Italie, la même chose. Pourquoi pas au Cameroun? On doit avoir un gouvernement qui a le courage de parler à ces gens. Déjà, de retirer les troupes qui sont sur le terrain et de donner 24 heures
aux autres de se désarmer et de leur donner une opportunité de se désarmer. C'est pour ça que dans mon programme, je propose ce qui se passe déjà dans l'extrême nord, en partie avec les combattants de Boko Haram, qu'on introduit de façon officielle un programme de désarmement et de réinsertion. C'est nécessaire, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas faire l'économie de cela, qu'on le veuille ou pas. On est dans une situation où des innocents meurent tous les jours des deux côtés. Et donc c'est pour ça qu'il faut un président courageux, un président qui peut imposer une vision et qui n'a pas peur de mettre la vie humaine au-devant des intérêts, je dirais, égoïstes, des égos personnels, etc., où on essaye de se dire et de se bomber la poitrine que j'ai écrasé, j'ai maté la rébellion. Ce n'est pas Alors, si vous êtes élu, il faut construire. Quel délai vous donnez-vous pour résoudre cette crise? Et concrètement, quelles sont les mesures que vous prenez pour cela? Écoutez, déjà, les délais dépendront des instruments institutionnels à ma portée. Vous savez, pour parler, vous pouvez parler aux gens, mais il faut déjà, quand vous êtes élu, mettre sur pied votre gouvernement. Ensuite, vous savez que le pays est en faillite. Il faut remettre à flot les caisses le plus vite possible. Pendant ce temps-là, il faut discuter avec tous ces gens-là. La première des choses, c'est de cesser la violence. Je ne cesse de le dire. Il faut arrêter avec cette violence, le fait que des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais des deux côtés du problème. Il faut arrêter avec cela. Il faut avoir le courage de s'interposer, d'imposer un cessez-le-feu. La seule façon de le faire, c'est de retirer les troupes, renforcer la police et la sécurité, travailler avec les populations locales de façon collaborative et non comme si on était une administration d'occupation, mais plutôt une administration de participation et de trouver des solutions village par village, région par région, parce que vous savez, ce n'est pas un seul problème. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs groupes. Vous savez, aujourd'hui, la façon dont le problème est vécu, par exemple, à Batibo, n'est pas égale à la façon que c'est vécu, par exemple, dans une grande ville comme Kumba. Donc, il faut aller point par point, et ça peut prendre un peu de temps, mais la première des choses qu'il faut faire, et dans les jours qui suivent, c'est de cesser déjà la violence, qu'on reste d'accord d'être en désaccord avec l'essentiel, mais qu'on arrête de se tirer dessus, qu'on arrête d'égorger les gens de part et d'autre, et qu'on commence à trouver un dispositif et des ponts, créer des ponts et des liens. Et d'ailleurs, cette conférence du cardinal Toumi sera la bienvenue, et je me réjouis qu'elle se passera quand je serai président de la République, et que cette conférence, par exemple, sera une passerelle, un pont pour essayer, pour travailler pour que eux, je dis eux, qui puissent essayer d'apporter un début de dialogue dans lequel le gouvernement pourra apporter son propre dispositif pour imposer finalement un dialogue pour sortir de cette crise. Vous savez, moi, je me donne un maximum de 100 jours. 100 jours pour que la situation conflictuelle dans le sud-ouest et le nord-ouest soit du passé. Alors, maintenant, je ne dis pas qu'on va résoudre le contentieux historique en 100 jours, encore moins qu'on pourra répondre à toutes les demandes, les demandes du gouvernement d'un côté, les demandes de ceux qui ont pris les armes de l'autre côté en 100 jours, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, M. Dipita Tongo pourra aller en villégiature dans le Ndian et à Batibo. La sérénité en 100 jours. C'est ce qu'il faut. Alors, on le sait, hein, non pas que le SDF est cantonné, mais on sait que le nord-ouest et le sud-ouest constituent quand même un fort potentiel d'électeurs favorables au SDF. Si le 7 octobre, la situation ne s'est pas relativement apaisée, n'avez-vous pas de crainte quant à ce que les conditions ne soient pas réellement réunies pour que cela vote et que vous n'ayez pas suffisamment de voix dans ces régions-là? Monsieur Dipita, je vous rassure qu'au soir du 7 octobre, vous aurez le résultat que vous-même vous espérez pour les Camerounais. Je vous rassure que les populations du sud-ouest et du nord-ouest ne se laisseront pas faire. Elles ne se laisseront pas faire des deux côtés de cette violence. Elles ne laisseront pas
le gouvernement imposer ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, parce que cette deuxième marginalisation que le gouvernement essaye d'imposer dans le nord-ouest et le sud-est est inacceptable, où ils essayent de créer des centres de vote en demandant à des mamans de marcher sur 26 km pour venir voter parce qu'ils ont peur d'ouvrir des bureaux de vote là où ces bureaux de vote doivent être. La loi n'autorise pas Elecam de déplacer des bureaux de vote. Si la sécurité n'est pas garantie par l'État et que les citoyens camerounais ne peuvent pas voter librement, alors dans ce cas-là, le gouvernement camerounais est dans l'incapacité d'organiser des élections de façon en respectant le calendrier constitutionnel. Et cela veut dire, si on doit rétablir l'ordre constitutionnel, ça demande la démission du président de la République. Alors s'il ne veut pas démissionner et partir par la petite porte, il a intérêt à organiser les élections telles que prévues par la loi. Et c'est ce qui se passera. Nous avons demandé au gouvernement camerounais, nous avons demandé à Elecam, et c'était la raison d'être de notre réunion aujourd'hui à Yaoundé, de mettre sur pied des conditions et de respecter les instruments internationaux dont le Cameroun fait partie, que le Cameroun a ratifié, pour faire en sorte que les déplacés, ceux qui ont fui la violence, pas seulement ceux qui sont dans les forêts et qui se cachent, qui sont difficiles à atteindre, mais ceux qui sont ici avec nous, M. Dipita Douala, ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Bafoussam, ceux qui sont même à Bamenda, Bouéa, qui sont dans les centres des agglomérations où il y a plus ou moins de violence, ces gens doivent, s'ils sont inscrits sur la liste électorale, doivent avoir le droit de voter. Et ce que nous avons dit, c'est des dispositions qui ont été prises au Mali pour l'élection, des dispositions qui ont été prises dans plusieurs pays, notamment au Nigeria, lors des dernières élections présidentielles avec Boko Haram, c'est que ces personnes inscrites sur les listes électorales doivent pouvoir bénéficier des dispositions du code électoral qui se réfèrent aux employés qui ont été mutés pendant la période où le registre électoral ou la liste électorale est fermée, c'est-à-dire après la convocation du corps électoral. Ces gens doivent avoir le droit d'aller au bureau communal d'Elecam, à l'antenne communale d'Elecam, de demander de voter dans un autre bureau de vote. Et Elecam, tout ce qu'Elecam et le gouvernement camerounais, avec les partis politiques qui participent à cette élection, tout ce que nous devons faire, c'est de décider quels sont les départements qui donnent droit à ces dispositions-là. Et moi, si vous me demandez, c'est très simple. Il y a le Logon Echari, le Mayo Sava, le Mayo Tsanaga, et puis ensuite, donc, Boyo, la Momo, le Diane et tout ça. Et on ne peut pas faire l'économie de cela. Parce qu'on ne peut pas se permettre, le soir du 7 octobre, de vivre ou de laisser faire une deuxième marginalisation de toutes ces populations. Ça sera catastrophique pour ce pays. Alors, et donc, je ne me base pas sur le fait que le SDF est un fief à gauche ou à droite. D'ailleurs, M. Dipita, c'est bien dommage qu'on le pense ainsi, parce que quand on regarde ce qui se passe réellement dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est que ces populations n'ont pas pu choisir, surtout dans le cas du sud-ouest, n'ont pas pu librement choisir leurs représentants. N'oubliez pas que dans tout le sud-ouest, nous n'avons qu'un seul député. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un fief pour nous. Et pourquoi est-ce que la RDPC a eu la majorité de tous les places, de tous les sièges à la députation dans le sud-ouest, par exemple, et dans le nord-ouest, ils ont presque la moitié. C'est tout simplement parce que ils ont trouvé des voies et moyens, déjà pour faire du gerrymandering, c'est-à-dire un découpage électoral qui n'est pas sincère, avec des circonscriptions spéciales, par exemple. Vous savez peut-être pas, mais je veux vous dire, aujourd'hui, la ville de Bamenda et de Bali, la première ville du nord-ouest, la capitale, le chef-lieu de la région, et une des plus grandes villes du nord-ouest, les deux ensemble n'ont qu'un seul député. Et ça fait, c'est le résultat de tout ça, c'est ce que nous voyons dans cette crise, oui. Vous prenez un État fédéral composé de 10 États fédérés, avec des gouvernants
des gouvernants exclusivement élus. Donc vous entendez supprimer les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs. Supprimer l'ENAM qui les produit aussi. On y arrive. Vous allez jusqu'au bout. On y arrive. Alors, dans ces conditions, comment comptez-vous assurer la sécurité des personnes, des biens, tout le travail que ces autorités consentent au quotidien, comment ça se remplace? Écoutez, le monopole du service public n'est pas entre les mains des gens nommés. Au contraire, quand vous êtes nommé à un poste, vous n'avez pas, vous rendez compte à celui qui vous nomme et pas aux populations que vous servez. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, quand le président de la République ou un ministre, etc., arrive quelque part, quel que soit le lieu, tout s'arrête. Parce que c'est le véritable propriétaire du pouvoir qui arrive. Mais c'est l'inverse qui doit se passer au quotidien. Ces gens doivent être au service des populations et pas l'inverse, pas au service des élites. Et c'est ce que nous voulons inverser. Et aujourd'hui, en 90, comme le parti auquel j'appartiens a été créé, ce parti a été clair. L'objectif, c'est de remettre le pouvoir au peuple. Remettre ce pouvoir au peuple ne peut que passer par des dispositions fédérales. Nous avons une préférence pour un État autour des contours des 10 régions aujourd'hui, parce que vous savez, le changement est difficile à, comment dirais-je, à manager, c'est-à-dire il y a toute une partie pédagogique d'accompagnement, de mesures d'accompagnement, etc. Donc c'est beaucoup plus simple de garder les dispositions et les contours de l'administration actuelle et de sortir comment dirais-je, de sortir tous ceux qui sont nommés, donc les préfets, les sous-préfets, les délégués du gouvernement et les gouverneurs et tout ça de l'équation, et d'instaurer plutôt des gens qui sont élus et qui représentent véritablement les aspirations des populations. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes un administrateur quelque part, comme par exemple n'importe où, dans un village, dans une circonscription quelconque au Cameroun, vous n'allez pas aux réunions des gens de cette contrée-là. Si vous êtes un préfet, par exemple, originaire, je ne sais pas moi, du Mayoluti, pour dire comme ça, et que vous êtes actif dans les Bamboutos, vous irez plutôt aux réunions des élites du Mayoluti dans cette contrée et pas dans les réunions de développement des Bamboutos, et même quand vous y allez, c'est en tant que préfet, mais pas en tant que citoyen qui veut véritablement que ça avance. Alors, la dernière question, et ça permettra de faire d'ailleurs la transition sur les sujets économiques, parce qu'on va sortir de la politique, des enjeux purement politiques. Joshua aussi, président, évidemment, vous faites un État fédéral, une république fédérale à 10 États. Quelles sont les institutions que vous supprimez? Quelles sont les institutions qui viennent dans cette nouvelle république? Et qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on économise? Et comment ça se redéploie? Écoutez, le redéploiement, c'est le mot-clé. Donc, il est difficile aujourd'hui de chiffrer exactement ce qu'on gagne. Ce qui est certain, avec tout le travail qu'on a fait, on gagne beaucoup. Mais le but de ces gains, c'est de le redéployer, c'est de donner plus de moyens aux communes, plus de moyens aux régions, telles qu'elles sont aujourd'hui, de pousser vers un développement local véritablement inclusif, c'est-à-dire dicté par ceux qui vivent les difficultés sur le terrain au quotidien et non par des gens qui sont dans des bureaux climatisés à Yaoundé. Et donc, cela nécessite des moyens. Donc, tous les gains occasionnés par ces changements-là seront reversés là, mais j'aimerais vous dire, par exemple, dans un dispositif avec un gouvernement fédéral fort, avec un système présidentiel fort, parce que c'est ce qu'il faut dans un dispositif fédéral, vous n'avez plus besoin, par exemple, d'un Premier ministre. Okay, et donc, vous savez, aujourd'hui, le budget du Premier ministère, c'est 15 milliards. Aujourd'hui, au Cameroun, avec un dispositif, le dispositif que nous
nous présentons, on n'aura plus besoin du Sénat, par exemple. C'est encore une fois 15 milliards que nous économisons. Vous aurez un président. Vous aurez un président. Vous avez déjà un président aujourd'hui, mais vous aurez un président qui n'est pas le président de chaque commune et de chaque quartier, mais qui est le président véritable de la République et qui n'a plus besoin d'un budget de 49 milliards, mais qui pourrait se contenter de 10% de ce budget pour fonctionner. Vous multipliez les gouvernements locaux. Bien sûr. Alors, ces gouvernements locaux, c'est ce que nous avons déjà aujourd'hui. Au niveau du fonctionnement et du coût, vous avez les délégations, vous avez tout un gouvernement. Il n'y a aucun département ministériel qui n'existe pas dans une région, et pire encore, qui est encore existant au niveau des départements et des fois même au niveau des communes. Donc, dans un dispositif fédéral, tout cela devient beaucoup plus efficace. Parce que si nous sommes ici dans la région du littoral, si vous avez un gouvernement local, un gouverneur élu dans le littoral qui veut véritablement développer le littoral, il n'a plus besoin de rentrer dans des considérations nationales et de seulement s'occuper de celui qui l'a nommé, mais plutôt des populations. Et si les populations dans le littoral disent qu'elles ne sont plus d'accord avec cette marginalisation que vivent les populations de la Sanaga-Maritime, par exemple, qui ont pratiquement pas de route à part l'axe lourd, qui n'a jamais été construite pour elles, mais plutôt pour relier Douala et Yaoundé, il va faire ce travail-là. Si vous avez un gouvernement local dans le littoral, vous aurez un département de la pêche beaucoup plus important que le département de la pêche. Vous n'avez pas encore fait l'évaluation du moins. Non, je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait. Je crois que même dans le programme politique, il y a des chiffres qu'ils ont présentés. Ce que je dis, c'est qu'il y a un arbitrage définitif à faire, c'est ce réajustement-là. Combien de plus est-ce que en définitive on met? Ce qui est évident, c'est que il y a des économies budgétaires à faire, des grandes coupes budgétaires, des grandes économies budgétaires. Ce qui est aussi évident, Monsieur Dipeta, c'est que le pays est à terre et il y a beaucoup de choses à faire, surtout au niveau local. Et ce que je suis en train de dire, c'est la réaffectation de ces économies budgétaires et leur orientation exacte, où est-ce qu'elles vont, qui n'ont pas encore été décidées. Et permettez-moi de prendre cette décision avec un gouvernement au complet, plutôt qu'avec une équipe de campagne et un parti politique. Alors, vous comptez doubler les salaires des fonctionnaires? Tout à fait. Ce qui va donc doubler la dépense de l'État en matière de solde? Non. Comment? Mais j'ai jamais dit que je doublais la dépense de l'État en matière de solde. Je dis je double les salaires des fonctionnaires. Comment ça se finance? D'où vient l'argent? Ben écoutez, vous savez aujourd'hui qu'il y a une déperdition financière, budgétaire, pardon, de presque... Alors si je m'en tiens aux chiffres qui sont publiés, nous sommes presque à 35% sur toutes les poches qui peuvent être économisées autour des frais généraux, autour de toute cette chaîne de rente autour des fonctionnaires qui existent, parce que le gouvernement lui-même, il sait que les fonctionnaires sont dans l'incapacité de vivre avec les salaires qu'ils ont aujourd'hui. Monsieur Dipeta, aujourd'hui, vous avez besoin d'une fonction publique efficace. Vous avez besoin de gens qui peuvent travailler avec motivation. Vous avez besoin de mettre fin à la corruption. Vous ne pouvez pas le faire quand vous avez des fonctionnaires qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital. Vous ne pouvez pas le faire quand vous avez des fonctionnaires qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, nous avons un plan pour ne pas revenir où ils étaient en 94 quand ils ont perdu 70% de leur salaire, mais au moins de faire la moitié de cette perte, d'arriver à doubler ses salaires. Le Cameroun est un pays qui a les moyens de le faire. Je vous ai dit, par exemple, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ait besoin d'une présidence de la République avec un budget à 50 milliards de francs par an. Je ne comprends pas pourquoi on a, par exemple, des dépenses communes de 250 milliards de francs qui ne veulent absolument rien dire. Je ne comprends pas non plus les priorités budgétaires que ce gouvernement a. Et je vous dis, si, par exemple, le travail que nous avons fait au niveau du groupe parlementaire du SDF entre 2009, 10 et 11, le montant qui a été alloué à toutes ces, je vais les appeler, futilités budgétaires qui sont mises en place tout simplement pour compenser le manque à gagner des fonctionnaires. Et le drame, c'est que ce n'est qu'une élite des fonctionnaires qui bénéficient
de cet argent ont représenté 792 milliards sur 3 années, certes, mais c'est pas rien. Donc, l'argent existe, il suffit d'assainir les finances publiques, il suffit de ramener du sérieux sur le fichier solde. Je ne veux pas commenter ce que le ministre des Finances a dit aux Camerounais dernièrement avec l'assainissement du fichier solde de l'État et le comptage des fonctionnaires, mais je trouve quand même que une fonction publique à 300 000 fonctionnaires, c'est une petite entreprise à l'échelle des multinationales, parce qu'en moyenne, une grande multinationale a 500 000 employés, mais il n'y a aucune multinationale qui va aller compter ses employés ou qui ne sait pas combien d'employés elle a, combien d'employés... où sont ses employés, elle n'arrive pas à contrôler les absents, elle n'arrive pas à contrôler... Non, il faut remettre du sérieux dans tout cela. En remettant du sérieux dans tout cela, vous aurez les bons chiffres, vous vous rendrez compte, Monsieur Dipita, qu'on a la capacité de doubler les salaires des fonctionnaires et c'est pour cela qu'on se donne 5 ans pour y arriver. Et il faut aussi comprendre que les autres mesures que nous proposons apporteront de la croissance économique, apporteront des gains ou des économies budgétaires, apporteront de l'efficacité fiscale qui nous permettra d'élargir l'assiette fiscale, donc d'avoir moins de pression fiscale sur les Camerounais, sur les entrepreneurs camerounais, mais plus d'argent, plus de recettes à la fin de la journée, et faire en sorte qu'avec tout cet argent, qu'on arrive à remettre l'homme au centre, qu'on arrive à humaniser notre État, notre gouvernement, remettre l'homme au centre et se dire qu'un pays ne peut pas fonctionner ne devrait même pas exister à travers une fonction publique qui n'arrive pas à vivre. Et c'est exactement la même chose dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui nourrissent une nation, mais qui eux-mêmes n'arrivent pas à se nourrir. Et il faut mettre fin à cela. Alors le gouvernement, lui, en ce moment, s'appuie sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Évidemment, qui vise un BIP un peu équitable aux pays émergents. Vous arrivez, vous le mettez de côté. Quelle est la stratégie pour retrouver la croissance, pour relancer ou peut-être mieux satisfaire et répondre aux besoins des Camerounais? Écoutez, premièrement, il faut comprendre que le DSCE a été mis sur pied par injonction. Ce n'était pas une volonté du gouvernement camerounais d'y arriver. Il ne faut pas nous raconter tout et n'importe quoi non plus. Okay? Donc il y a des institutions financières internationales qui ont demandé au gouvernement camerounais d'avoir une boussole. Monsieur Dipita, quand vous faites un devoir forcé comme celui-là, vous mettez les chiffres, vous déposez un document qui va dans le sens de ce que ces autorités internationales veulent et pas ce que les Camerounais veulent. Et c'est pour cela que le DSCE est en déphasage total avec les réalités camerounaises. J'en veux pour preuve, depuis qu'il existe, depuis qu'il est appliqué, les Camerounais ne vivent pas mieux. On n'a pas pu relever les salaires des Camerounais. On n'a pas pu toucher au salaire minimum au Cameroun. On n'a pas pu améliorer l'infrastructure. Nos routes se dégradent tout autant, etc., etc. Si ce document fonctionnait, on devrait le ressentir. On devrait dire, avant ce document, on allait un peu n'importe où. Aujourd'hui, on arrive à trouver du travail décent, on arrive à avoir des autoroutes, on ne nous coupe plus l'eau, l'électricité est devenue moins chère, etc. Mais tout ça n'existe pas. Donc, vous savez, le rôle d'un économiste, le rôle d'un gouvernement, le rôle de ce genre de document de stratégie, c'est justement pour améliorer le quotidien des Camerounais. Je veux bien qu'on ne ressente pas les effets d'une nouvelle stratégie au bout de 2-3 ans. Mais si au bout de 10 ans, 12 ans, il n'y a toujours pas de perception d'une amélioration du quotidien de vos populations, vous avez un problème. Et vous savez, c'est pour cela que nous sommes en démocratie, c'est pour cela que le SDF s'est battu pour qu'il y ait une démocratie dans ce pays, pour que quand une stratégie d'un gouvernement échoue, que la population utilise l'élection pour sanctionner ce gouvernement-là et essayer autre chose. Alors, le Cameroun, vous le savez, est récemment retourné au FMI dans un contexte d'insécurité, d'explosion de la dette publique. Quel est votre plan d'action pour réduire le poids de la dette sur les générations à venir? Il y a une chose qui est
je dirais, indiscutable, que même un enfant de la maternelle comprend, mais que le gouvernement camerounais essaye de présenter sous, je dirais, un prisme un peu utopique de ce que tout le monde comprend. C'est que quand vous signez avec le FMI, c'est pas parce que vous vous êtes appauvri, c'est parce que vous n'arrivez pas à gérer la richesse que vous avez. Et donc, nous ne sommes pas au FMI parce que nous sommes plus pauvres qu'hier. Nous sommes au FMI parce que le FMI reconnaît et le gouvernement camerounais concède le fait que ce gouvernement est incapable de mener des réformes budgétaires nécessaires pour pouvoir arrimer le pays durablement sur la croissance. Et donc, pour sortir du FMI, soit les populations payent le prix et retroussent les manches, ou alors les populations chassent le gouvernement qui nous ont mis dans le FMI, mettent en place des gens qui sont courageux, qui sont capables, qui comprennent l'environnement d'aujourd'hui, qui ont une vision économique. Il n'en demeure pas que la dette reste. Comment on en sort? Nous ne sommes pas surendettés, M. Dipita. Nous sommes mal endettés. Okay? Le ratio prudentiel de la CEMAC, on est loin de l'atteindre aujourd'hui. Mais ce que nous avons fait, c'est nous sommes gérés par des gens qui sont à la limite des kleptomanes et qui ont fait, qui nous ont présenté des chiffres qui ne veulent absolument rien dire. Et quand le FMI a vu ce qui s'est passé, ils se sont dit « Allez, stop ». Vous savez, la vérité ne ment pas. En décembre, je ne sais plus de quelle année que c'était, quand on a signé avec le FMI, quand il y a eu la réunion de crise et d'urgence avec M. Biaï, CPR de la CEMAC à Yaoundé, nous étions au bord du précipice. On était devant la porte de la dévaluation. Il ne faut pas qu'on nous dise ce qui... Voilà ce qui se passait. Au mois de janvier, on passait à une deuxième crise économique majeure. Et ce n'est pas parce que le Cameroun a produit moins de bois, que le Cameroun a produit moins de cacao. Au contraire, ce qui s'est passé, c'est que le Cameroun a consommé plus de champagne, le Cameroun a consommé plus de voitures de luxe, etc., etc. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on a une balance commerciale négative. Voilà pourquoi on a des tensions budgétaires, parce qu'on investit l'argent des Camerounais, la dette des Camerounais, pardon, dans des projets qui n'arrivent, premièrement, pas à aboutir, et deuxièmement, qui, pour la plupart, sont des projets non productifs. Et voilà le problème que nous avons. Alors, quand vous avez un barrage hydroélectrique comme celui de Mékine, M. Dipita, sur lequel nous savons tous, il ne faut pas aller à l'école pour savoir qu'un mégawatt coûte en moyenne 1 milliard de francs à construire au Cameroun. C'est très cher, parce que dans d'autres pays, c'est beaucoup moins. Mais concédons le fait que, OK, on accepte le Cameroun, ça coûte cher, il y a plein de gens à satisfaire, il y a de la corruption, donc ça coûte 1 milliard le mégawatt. Nous nous retrouvons dans une situation aujourd'hui avec un barrage qui est censé donner 15 mégawatts, qui est construit dans le département du président de la République, ça veut dire qu'ils n'ont même pas peur du président, qui aujourd'hui, avec les avenants, coûte aux contribuables près de 90 milliards de francs, donc pratiquement 6 fois plus que le prix initial, qui n'a pas encore été livré, alors qu'il, je crois, 8 ou 9 ans après son démarrage, entre 7 et 9 ans, je n'ai pas les chiffres exacts, mais qui aurait dû être livré en 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Camerounais sont en train de payer une dette pour quelque chose qui ne leur donne, ne produit rien. Pas encore, ne produit rien. Tout ce que ce barrage a fait jusqu'à présent, c'est inonder tous les villages. La solution pour vous suggérer? Écoutez, il faut assainir. Il faut avoir le courage de la rupture. Il faut avoir un nouveau gouvernement. Il faut avoir des jeunes à Yaoundé qui ont le courage d'arrimer ce pays sur la voie de la modernité. Et la modernité, ce n'est pas seulement en smartphone, c'est pas seulement en costume. La modernité, c'est aussi dans la façon de penser notre avenir, la façon de gouverner, la façon de mener les projets. Il est quand même inconcevable
qu'on a un gouvernement fait de 300 000 fonctionnaires qui sont incapables de mener des projets à leur maturation. C'est quand même inconcevable. Pourquoi est-ce qu'on a tout ce gouvernement? Et voilà où il faut travailler. Voilà où il faut aller créer cette rupture-là. Voilà où il faut aller, comme on dit, nettoyer la cour pour faire en sorte que... Et au regard de tous ces aléas, quelles sont les relations que vous entendez entretenir avec les institutions de Bretton Woods, par exemple? Écoutez, les institutions de Bretton Woods sont des partenaires. On peut pas, ce ne sont pas nos ennemis. Pour le peuple camerounais, je dis encore, heureusement qu'ils existent, parce que s'ils n'existaient pas, on serait peut-être dans la situation du Zimbabwe aujourd'hui au Cameroun. Donc, ces institutions sont des institutions avec lesquelles on peut travailler, mais si vous n'avez pas le gouvernement pour travailler avec ces institutions-là, vous ne pouvez pas y arriver. Je ne dis pas que c'est... il faut avoir une relation perpétuelle avec ces institutions, mais au cas où il y a comment dirais-je, il y a un choc économique majeur, comme je sais pas quoi, et qu'on a besoin d'aller vers eux, il faut pas avoir peur d'y aller. Non, je dis aujourd'hui, le Cameroun n'est pas surendetté, il est mal endetté. C'est ça le problème que nous avons. Vous savez, le Cameroun, ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que le Cameroun rembourse sa dette en devises. Et quand vous regardez le poids de la dette, déjà il y a une très très mauvaise dette qui ne devrait pas exister, c'est la dette domestique, la dette intérieure, qui est une dette que j'appelle une dette conjoncturelle ou une dette structurelle inutile, parce qu'il faut payer les entrepreneurs camerounais, il faut payer la commande publique à temps, il ne faut pas créer cette tension de trésorerie inutile qui crée d'autres problèmes par la suite, parce que vous savez, c'est ça le cercle vicieux dans lequel nous sommes. Vous commandez des choses chez les entrepreneurs camerounais, des ponts, des routes, des classes, tout cela, vous ne payez pas, ces gens ne peuvent pas payer leurs impôts, les impôts les ferment, les employés de ces entreprises perdent leur travail et deviennent des problèmes sociaux pour ce même gouvernement-là, et on entre dans un cercle vicieux qu'il faut briser. Et donc il faut avoir le courage de sortir de là. Nous importons aujourd'hui des denrées de première nécessité complètement inutiles. D'où vient-il aujourd'hui que le paysan camerounais vend son macabo ou son maïs pour aller acheter du pain pour ses enfants? Nous devrons avoir un gouvernement qui fait tout pour que le macabo et le maïs de ces agriculteurs aient pignon sur rue et sa place dans le marché local, etc., etc. Je saute un peu dans tous les sens, mais ce que j'essaye de dire, c'est que le chantier de la gouvernance financière est vaste et il y a beaucoup de poches d'économie disponibles. Il faut une bonne gouvernance, et une bonne gouvernance ne peut pas arriver avec les mêmes qui nous ont amenés dans la gabégie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes mal gérés, nous ne sommes pas un pays surendetté, nous avons une mauvaise dette, et quand on a une mauvaise dette et on est mal géré, les Camerounais ont le 7 octobre l'occasion de changer cela et d'aller voter pour des jeunes, des gens qui comprennent l'économie, des gens qui sont ancrés dans la modernité et qui peuvent faire sortir notre pays, nos enfants, parce que, in fine, ce sont nos enfants qui payent ces mauvaises dettes-là, qui vont payer ces mauvaises dettes-là. Alors, vous préconisez un SMIC à 160 000 francs, bien sûr, dans votre programme. Bien sûr, sur 5 ans. Sur 5 ans. Tout à fait. Vous pouvez mieux expliquer sur 5 ans? Vous ne pouvez pas arriver à Yaoundé, je ne sais pas moi, le 6 novembre, le 10 novembre, le 3 novembre, et le 4... changer le salaire minimum. Déjà, c'est tout un processus. Et donc, ce que j'avais proposé dans ma proposition de loi que le RDPC avait bloqué il y a 4 ans à l'Assemblée nationale, c'est tout simple. C'est d'aller pas par pas. Okay? Aujourd'hui, Monsieur Dipita et les téléspectateurs qui nous regardent, je doute fort qu'il y ait une seule famille camerounaise qui ait envie que son fils ou sa fille aille travailler pour moins de 150 000. Okay? Donc, il faut se donner les moyens et le courage de relever le bas. Il ne s'agit pas de
d'assécher les entreprises qui ont des employés qui ne gagnent pas beaucoup. Il s'agit de créer de la consommation. Parce que ces mêmes entreprises vont vendre plus parce que finalement, les Camerounaises et les Camerounais, les travailleurs camerounais auront plus d'argent. Et vous savez ce que ça crée? Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, pourquoi? Parce que ces gens qui gagnent aujourd'hui 36 000, 38 000 francs par mois sont marginalisés et vont au travail à pied, sont obligés d'avoir deux différents postes de travail, etc. pour s'en sortir. Et quand finalement, ils pourront avoir un travail avec lequel ils peuvent payer un petit loyer, avec lequel ils peuvent envoyer un enfant à l'école, finalement, ça permettra de stimuler la croissance en poussant la consommation, en créant d'autres emplois, etc. Parce qu'ils vont sortir de cette quarantaine socio-économique dans laquelle ils sont, qui n'arrive au fait où on tourne en rond, on n'arrive pas à s'en sortir, on passe de dette en dette en dette en dette et finalement on tombe dans le crime, des fois même malheureusement, à un travail plus ou moins décent, et je dis que c'est le minimum, plus ou moins décent, qui permet de créer une nouvelle classe de consommateurs qui permet de sortir les Camerounais, ces millions de Camerounais aujourd'hui qui sont en dessous du seuil de pauvreté de 2 $ par jour, pour en faire des citoyens à part égale qui peuvent jouir de tout ce que la vie nous offre et qui peuvent avoir un téléphone comme vous et moi, qui peuvent voyager comme vous et moi, peut-être pas dans l'abondance, mais au moins retrouver leur dignité. Et alors, pour redonner la dignité aux Camerounais, ça n'a pas de prix. Et je vous dis, et c'est ce qu'il faut comprendre, augmenter le salaire minimum, ce n'est pas un coût pour la société, c'est un gain, c'est un investissement. Mais l'augmentation de ce SMIC pourrait induire un alignement des autres salaires, notamment à la fonction publique. Je le souhaite. Et c'est pour cela qu'il faut doubler les salaires à la fonction publique. C'est pour ça qu'il faut mieux expliquer le financement de cette, écoutez, cette mesure. Vous l'avez très bien compris, donc je n'ai pas besoin de plus expliquer. Si vous l'avez compris, j'ose croire que vos téléspectateurs aussi. Mais j'aimerais juste ajouter à cela que le but, ce n'est pas de rendre les entreprises camerounaises moins compétitives. Au contraire, ça va peut-être au départ déstructurer un peu le marché. C'est normal, quand il y a des changements majeurs, il y a une déstructuration, il y a un petit prix. Mais quand la relance induite par cette nouvelle consommation sera en place, vous verrez des nouveaux emplois, vous verrez des nouvelles entreprises, etc. Je prends un exemple, M. Dipita. On nous dit tous les jours, sur vos antennes et ailleurs, que la banane camerounaise est en crise, la banane camerounaise est non compétitive, etc., etc. C'est quoi la compétition de la banane camerounaise? Elle est guadeloupéenne, elle est martiniquaise, elle vient des dom-toms, elle vient de l'Union européenne. Le voyage de cette banane, c'est le double en kilomètres et en temps du voyage de la banane camerounaise. Les employés des plantations, des mêmes entreprises présentes au Cameroun, ont des salaires garantis au niveau des minima de l'Union européenne dans ces pays-là. D'où vient-il que notre banane, avec des employés à Tiko, à Njombe, à Penja, qui sont au SMIC actuel, qui vivent dans des conditions détestables, d'où vient-il que ces entreprises n'arrivent pas à être compétitives par rapport à ces autres entreprises où les employés sont payés, je ne veux pas dire 10 fois mieux que ceux du Cameroun, mais pas loin de là. D'où vient-il? Le problème de la structure de l'économie camerounaise ne vient pas du fait qu'on a une main-d'œuvre pas chère, elle vient du fait qu'on a hérité un système colonial qu'une certaine élite ne veut pas changer. Cette élite est très contente d'avoir des bonnes à la maison qui gagnent 50 000. Cette élite est très contente de payer le moins possible quand on rentre dans un taxi, le moins possible quand on va chez son cordonnier, encore le moins possible quand on va chez son tailleur. Mais cette même élite n'est pas prête à se dire qu'il faudrait plutôt de l'eau pour tous que le champagne que pour elle. Et c'est pour cela que nous arrivons le 7 octobre. Augmenter les salaires, ce n'est pas tout. S'il faut que les populations en profitent,
Il y a encore des questions de loyer. Alors, le gouvernement, juste pour corriger, le gouvernement ne vient pas... Le gouvernement crée un environnement pour que ces salaires puissent être augmentés. Voilà. D'accord. Mais maintenant, je veux dire que pour que les citoyens, les travailleurs puissent évidemment en jouir pleinement, il faut baisser les charges. Eau, électricité, loyer, tarifs de transport. Quelles sont les propositions du SDF pour essayer peut-être en termes de pouvoir d'achat également, les questions qu'on peut aborder. Alors, le pouvoir d'achat va dans les deux sens, et ça tombe bien, j'allais omettre d'en parler. Il y a deux partis en compétition pour cette élection. Il y a un parti qui est au pouvoir avec un président sortant, qui est dans la logique de lutter contre la vie chère. Alors, ils ont mis des milliards dans un machin qu'ils appellent la MIRAP, qui va faire concurrence à nos mamans dans les marchés en utilisant l'espace public et sans payer la TVA, etc. Vous avez des grosses entreprises qui ont été créées pour être subventionnées dans l'importation des denrées de première nécessité. Et vous avez un candidat qui dit le problème, ce n'est pas de lutter contre la vie chère. Le problème, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat. La solution, pardon, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Camerounais. Donc, augmenter le pouvoir d'achat des Camerounais ne passe pas uniquement par une revalorisation des salaires, mais aussi par des mesures sociales fortes. Ces mesures sont autour de l'assurance maladie universelle que nous proposons à un taux, c'est-à-dire un plafond de 500 000 francs, donc l'assurance maladie universelle de base à 500 000 francs par an par ménage pour une contribution de 1 000 francs par personne. Ça marche très bien dans d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas marcher ici. Nous avons chiffré cela et nous savons qu'au départ, nous pouvons commencer les 5 premières années qu'elle soit volontaire et au bout de la 5e année, elle devient obligatoire. Le Cameroun a les moyens de le payer et en plus il y a des économies faites sur la productivité des Camerounaises et des Camerounais après que l'assurance maladie soit une couverture globale dans tout le pays obligatoire. Vous avez une poche de dépenses qui, à mon humble avis, est complètement inutile. C'est le fait que dans les textes on consacre le fait que l'éducation est gratuite, mais dans les faits, on est presque à la rentrée, dans les faits, les écoles publiques, des fois, coûtent même plus cher que les écoles privées. Et donc, il faut revenir au texte, il faut imposer la gratuité absolue de l'école pour que ce ne soit pas plus une poche de dépenses, mais plutôt, comment dirais-je, un pilier sur lequel les familles camerounaises peuvent s'arrimer pour, comment dirais-je, pour éduquer leurs enfants gratuitement. Mais ce que je dis aussi, c'est que en même temps que l'école devienne gratuite, il faut qu'on impose l'école obligatoire. Parce qu'un des gros problèmes, c'est que trop d'enfants camerounais sortent du système parce qu'on n'arrive pas à payer l'école. Et donc, l'école obligatoire, les parents incapables, c'est l'État qui finance tout cela? Mais écoutez, déjà, il faut la gratuité de l'école. Ensuite, il faut s'attaquer à l'autre problème de l'école, c'est le manuel scolaire. L'autre problème de l'école étant le manuel scolaire, ce que nous proposons, c'est la dématérialisation du manuel scolaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça marche dans d'autres pays déjà. Nous allons faire en sorte que des jeunes entrepreneurs camerounais produisent, assemblent des tablettes au Cameroun. Si vous achetez une tablette aujourd'hui en masse à Taïwan, elle ne coûte guère plus que 15 000 francs la tablette. Nous allons le rendre possible au Cameroun, peut-être un peu plus cher, parce qu'on a d'autres coûts structurels qui n'ont pas là-bas. Et même si elle revient à 20 000 francs sur le marché, c'est toujours moins cher que les 84 000 de moyenne qu'un parent paye pour un enfant à l'école. Et l'enfant n'aura pas 20 kilos dans son cartable et tout ce qui va dans la tablette pourra être beaucoup moins cher. En fait, on va garantir les droits d'auteur des producteurs des manuels, mais seulement au lieu d'avoir ça venant d'une imprimerie, on pourra télécharger cela, et on pourra créer plusieurs entreprises dans le numérique qui s'occuperont de l'éducation dans le numérique. Et vous savez, vous pouvez aller même plus loin, c'est-à-dire que ces tablettes seront connectés et donc vous pouvez
avoir des cours en ligne disponibles pour tous les enfants, c'est-à-dire que quand les enfants n'ont pas bien compris ce qui se passe en classe, en soirée, ils peuvent allumer leur tablette et suivre une vidéo d'une explication du cours qu'ils ont eu, etc. Alors tout à l'heure, je disais... Donc c'est toute une révolution numérique que nous proposons qui fait en sorte qu'en fin de compte, non seulement nous créons une nouvelle économie numérique qui est pratiquement inexistante au Cameroun aujourd'hui, mais nous donnons un nouveau pouvoir d'achat aux familles parce que, au fait, elles économisent, elles peuvent maintenant déplacer ce qu'elles investissaient dans l'école, dans le manuel scolaire, dans la santé, dans le médicament et tout ça, sur d'autres voies un peu plus productives ou dans des investissements comme par exemple les logements sociaux, etc. Je disais justement que c'est bien d'augmenter les salaires, mais encore faudrait-il que les charges, peut-être des foyers, des charges comme le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, le transport. Quelles sont les propositions du SDF? Alors, en matière de transport, nous avons une proposition forte concernant le transit urbain. Je crois que c'est un des plus gros problèmes aujourd'hui au Cameroun. Et donc, il faut avoir, comment dirais-je, un programme audacieux pour le transit urbain. Il faut le mettre en place. Aujourd'hui, la seule façon de le faire, et de le faire comme d'autres pays qui ont réussi, le Brésil, etc., c'est de pouvoir stimuler la mise sur pied, si possible, à travers des acteurs locaux, mais de toute façon par des privés et avec des partenariats publics-privés, des usines de montage et d'assemblage de bus pour pouvoir produire des bus en grand nombre, pour pouvoir créer des véritables structures comme on l'avait. Quand on était tout petit, depuis on avait la Sotuc, c'est avec la Sotuc on allait à l'école, ça nous coûtait 35 francs à mon époque, je ne sais pas ce que ça coûtait à ton époque. 75 francs. Voilà, et donc de mettre sur pied ce vaste chantier de transit urbain pour ramener la fluidité dans nos villes, pour faire en sorte que les écoles ne vont pas, surtout dans les villes, que la mobilité urbaine devienne une réalité et qu'aujourd'hui, que ce n'est pas un cauchemar quand vous habitez, je ne sais pas, à Bassa et vous travaillez à Bonanjo. Deuxièmement, il faut comprendre que au niveau de l'électricité, nous avons un problème, encore une fois, avec nos projets. Et une fois qu'on travaillera sur ce volet-là, c'est-à-dire qu'on aura la capacité de pousser les projets à bout et d'avoir des véritables managers de projets, c'est-à-dire des gens capables d'amener les projets à maturation, de les financer et de mener les projets à terme, on aura beaucoup plus de barrages parce que les barrages, le gouvernement camerounais n'est pas dans l'obligation de débourser de l'argent pour les avoir. C'est... à l'occurrence, ce sont les projets les mieux, les plus bancables du moment, c'est-à-dire vous pouvez faire des PPP ou des BOT avec des entrepreneurs, ils cognent à la porte du Cameroun, c'est plutôt la corruption qui les chasse. Donc nous ambitionnons de passer à 3000 MW le plus vite possible, en tout cas dans le premier septennat, avec l'ambition d'arriver à 6000 MW pendant mon deuxième et dernier mandat. Nous pensons au niveau de l'eau, de remettre l'eau là où elle doit être. Il n'y a pas... la technologie autour de l'eau n'est pas une technologie, je dirais, que nous ne nous sommes pas appropriés depuis les années 60 au moins. Les Camerounais ont la capacité de la gestion et la distribution, la production, la gestion et la distribution de l'eau. Et donc, il faut remettre la production, la distribution, la gestion et la distribution de l'eau entre les mains des communes parce que c'est au niveau des communes que les populations ont besoin d'eau potable. Si une commune n'a pas les capacités techniques ou financières, etc., ils peuvent concéder leur monopole à une entreprise, mais cette approche d'avoir une entreprise nationale, une seule entreprise qui doit fournir de l'eau à 24 millions de Camerounais distribués sur 475 000 km², c'est quelque chose que même les Européens et les Américains n'arrivent pas à faire. Donc il faut qu'on ait le courage de voir tout ça, de changer tout ça comment dirais-je, au niveau
Vous avez parlé d'autres choses, vous avez parlé... Eau, électricité, gaz, loyer, transport. Au niveau des loyers, c'est les loyers que je voulais toucher, pardon, parce que j'étais un peu confus avec le gaz. Donc, au niveau du gaz, il faut surtout pas oublier que le Cameroun est essentiellement un producteur de gaz. Aujourd'hui, le problème, c'est la monétisation du gaz produit. Et donc, nous allons reformer le code du pétrole et le code du gaz pour faire en sorte que ce gaz puisse finalement arriver dans nos foyers et à des prix abordables. Dans la réforme, quelles sont les grandes tendances de la réforme du code minier, code... Écoutez, aujourd'hui, il y a une évidence. Nous faisons partie de la même province, comme ça se dit, pétrolifère. Nous sommes, avec le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazza, la RCA et le Tchad, nous sommes une même province pétrolifère. Et l'évidence, encore une fois, parce que vous savez, les faits sont têtus. L'évidence, c'est que tous ces autres pays font des milliards avec le gaz et le pétrole, sauf le Cameroun. Donc il y a un problème. Et ce problème est au niveau de Yaoundé. Il n'est pas au niveau des puits de pétrole. Il est au niveau de Yaoundé. C'est pour ça que Yaoundé doit changer. Et c'est pour ça qu'il faut que des jeunes arrivent au pouvoir à Yaoundé pour pouvoir mettre en place les dispositions qui marchent dans d'autres pays et qui vont attirer ces investisseurs, parce que vous savez, le pétrole, c'est des investisseurs lourds qui viennent parce qu'il y a un très grand risque de ne pas trouver le pétrole, il y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu. Donc il faut des dispositions, il faut des gens qui peuvent parler à ces investisseurs-là. Vous savez, en Guinée équatoriale, le ministre du pétrole, pendant le boom pétrolier, il n'avait pas 35 ans. Et il a pu faire venir les plus grands et faire en sorte que la Guinée équatoriale devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr, il y avait tout un gouvernement autour de lui, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait 50 années dans le pétrole. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, au niveau des loyers, il ne faut pas déstructurer le fait que les gens aient envie de construire et investir dans l'immobilier. Mais je pense qu'aujourd'hui, le marché financier et le fait que au niveau des banques, les Camerounais n'ont pas accès au crédit. Et ils n'ont pas accès au crédit pas parce que nécessairement les banques n'ont pas d'argent ou que les Camerounais sont malhonnêtes. Ils n'ont pas accès au crédit parce que le marché n'est pas structuré. Et surtout, l'institut judiciaire n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Et je ne parle pas des hommes à la justice, mais je parle de l'institution. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendent les financiers, les banquiers, pour pouvoir mettre tout cet argent qui déborde dans leur coffre sur le marché. Parce qu'un banquier, essentiellement, qu'est-ce qu'il fait? Il prête de l'argent pour gagner de l'argent. Mais quand vous êtes dans un pays où déjà on demande un titre foncier pour vous prêter de l'argent, c'est déjà qu'il y a un problème de confiance dans le marché. Mais quand en plus... à travers les dysfonctionnements de l'administration, vous pouvez avoir 2-3 titres fonciers avec 2-3 noms différents. Vous voyez bien que les banquiers ont des problèmes. Et qui paye le prix, c'est le client de la banque. Parce que finalement, ce que vous payez, la prime que vous payez sur les intérêts vient du fait que la banque veut se couvrir. Et nous disons, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas normal au niveau des loyers, par exemple, parce qu'il y a cette difficulté de financer les projets immobiliers, qu'on rentre dans un système où c'est plutôt la classe la plus démunie des Camerounais qui paye ce prix. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que quand vous commencez dans votre vie active et vous avez la chance que peut-être 80% de Camerounais n'ont pas, de trouver un travail à un certain âge, vous êtes dans l'incapacité de louer, pas parce que vous gagnez mal votre vie, mais tout simplement parce que le marché ne fonctionne pas. C'est-à-dire que pour avoir un petit appartement, il faut payer 1, 2, des fois même plus, il faut payer 1 an d'avance, 18 mois d'avance, etc. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et le prétexte qu'on utilise pour faire payer 12 ou 18 mois d'avance aux jeunes, c'est qu'on se dit qu'on n'est pas sûr qu'ils pourront payer. Mais encore, c'est parce que le bailleur n'a aucun recours aujourd'hui, à part ce que le ministre de la Justice a introduit avec le nouveau code pénal, où
la relation bailleur-locataire est passée d'une relation commerciale à une relation pénale, malheureusement, mais nous, on va annuler tout ça. Mais il faut mettre des dispositions en place pour faire en sorte qu'il y ait un organisme qui puisse garantir tout ça, où on verse, où les garanties de loyer sont versées, qui manage ces garanties de loyer, qui diminue le risque des bailleurs, qui, en même temps, grâce à ce mécanisme, baisse les charges locatives des locataires, et qui fait en sorte qu'on peut sortir de ce système où on demande à un jeune de déposer 12 mois de loyer pour rentrer dans une maison. Et vous verrez que beaucoup de jeunes qui ont 40 ans, qui vivent encore chez leurs parents, pourront finalement sortir de là et commencer à louer. Donc il faut avoir des mesures courageuses pour sortir de là, et ce n'est pas nécessairement des mesures qui coûtent de l'argent. Il faut juste restructurer, il faut repenser l'organisation sociétale pour y arriver. Mais avec l'augmentation du SMIC à 160 000 francs, on sait quand même que la structure économique aujourd'hui laisse une place assez importante au secteur informel. Comment est-ce que cette partie de la population, qui n'est pas forcément dans le système économique, profite de cette mesure-là? Écoutez, l'informel, vous savez, une des raisons pour laquelle l'informel existe, ou pour laquelle l'informel ne veut pas se formaliser, c'est parce que les gens trouvent leur compte. L'informel, ce n'est pas le banc de la société. L'informel, ce sont ceux qui sont plus malins que les autres. Il faut voir ça de cette façon-là. Et quand j'ai fait cette proposition de loi, Monsieur Dipita, nous avons quand même travaillé dessus. Je ne suis pas allé dans un bureau climatisé écrire quelque chose. J'ai travaillé avec quelques étudiants en économie qui m'ont aidé à aller faire des recherches sur le marché, sur la place. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'était à Yaoundé. Vous savez, en moyenne, vous avez, par exemple, l'informel le plus significatif aujourd'hui, qu'on peut le mieux expliquer, ce sont par exemple les garagistes. Et je suppose que vous avez une voiture. Vous conviendrez avec moi qu'il est difficile d'aller dans un garage et de ne pas payer au moins 5 000 francs pour une réparation quelconque. Et il est difficile de trouver un garage qui ne reçoit pas au moins 4 véhicules dans une journée. Absolument. Et donc, si vous faites le calcul, vous voyez, et c'est ce que ces étudiants ont ressorti, que ceux qui sont dans ce que j'appelle l'informel structuré, c'est-à-dire l'informel qui a pignon sur rue, je ne parle pas de l'informel qui aujourd'hui vend 3 chaussures et demain fait autre chose, cet informel-là, qui n'a ni registre de commerce, qui ne paye pas de TVA, qui ne paye pas d'impôts et qui, très souvent, est logé dans une structure provisoire, cet informel-là, en moyenne, les patrons gagnent au moins 250 000 francs par mois. Le problème qu'ils ont, et c'est comme dans l'agriculture, c'est que les gains ne viennent pas tous les jours. C'est que vous avez subitement un client qui a fait un accident où vous pouvez gagner 400, 500 000 francs. Et puis vous avez 2 semaines, il n'y a aucun accident, vous ne gagnez rien. Et puis vous avez celui qui a oublié de faire son vidange et qui coule son moteur et qui vient, vous faites à nouveau 100 000 francs, etc. Et quand vous structurez tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous poussez les gens, vous bancarisez les gens, parce qu'une fois que les gars, les gens, les Camerounais, les employés, les travailleurs commencent, il y a un plus grand accès aux banques, aux services financiers, etc. Et donc, les transactions peuvent se faire aisément par carte de crédit, par carte de débit, et avec votre banquier, vous avez un chiffre que vous faites annuellement qui fait en sorte que vous pouvez véritablement passer de cette catégorie où vous attendez le client qui vient jamais à la catégorie où il y a une meilleure gestion de votre entreprise qui fait en sorte que tous les mois, vous pouvez avoir un certain montant. Et à travers cela, vous pouvez sortir de ce garage provisoire pour emprunter de l'argent à cette banque ou cette microfinance pour construire un véritable garage et faire finalement bâtir une entreprise autour de votre métier. C'est comme ça que nous envisageons cette sortie-là, et nous donnons 5 ans pour que les Camerounais commencent à ressentir les effets de ces réformes majeures, de cette restructuration de la société, de cette rupture avec notre passé colonial qui malheureusement nous domine encore aujourd'hui. Quand je dis passé colonial, je ne dis pas le passé colonial d'une
colonie, une relation d'une colonie avec le colon. Je dis passé colonial parce que la structuration de notre société aujourd'hui, nos marchés, les salaires, tous sont encore calqués sur les modèles que le colon avait imposés dans ces colonies et que malheureusement ceux qui sont au pouvoir depuis le départ des colons n'ont jamais eu le courage de changer. Je suis aussi président. À quel montant fixe-t-il le montant du salaire du président de la République, des ministres, des directeurs généraux? Y aura-t-il des réformes à ce niveau, peut-être pour se permettre des économies? Bien sûr. Les véhicules? Bien sûr, bien sûr. Déjà, et je l'ai là-dedans, je l'ai dans le programme, il est évident qu'il faut sortir de toutes ces poches de dépenses autour qui n'ont aucun sens. Vous savez, quand vous avez un fonctionnaire qui gagne, je ne sais pas moi, 250 000 francs, à qui on donne un véhicule qui consomme de l'essence pour 200 000 francs par mois, il y a déjà un problème structurel. Même quand on donne un véhicule à un fonctionnaire et on ne lui donne pas l'essence pour pouvoir l'utiliser, il y a un autre dysfonctionnement. Et le troisième dysfonctionnement, c'est qu'on vous donne un véhicule, mais on ne vous donne pas de chauffeur, et on n'attend pas de vous d'être le chauffeur, et vous prenez quelqu'un du privé pour construire à vos frais, pour conduire un véhicule qui appartient à tous les Camerounais. Donc, vous voyez, c'est le chantier vaste et il faut nettoyer tout ça. Et je ne suis pas celui qui pense qu'il faut nécessairement, et peut-être je le démontre à merveille avec le SMIC et le doublement des salaires des fonctionnaires. Moi, je dis un des plus gros problèmes que nous avons au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes médiocres à des postes de décision. Pas parce que les Camerounais sont médiocres, mais parce que ces postes de décision ne sont pas, comment dirais-je, intéressants, où il n'y a pas assez de motivation pour attirer les meilleurs des Camerounais. Nous devrons avoir des élections législatives et municipales où, M. Dipita, des Camerounais, les meilleurs de Polytech, les meilleurs de nos universités, les meilleurs de notre société, des organisations de société civile, les activistes, même ceux qui viennent de Harvard devraient se battre pour devenir maires, tout simplement parce qu'ils peuvent changer la vie des Camerounais. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Non. Nous avons un système dans lequel les maires sont sans salaire. Comment pouvez-vous attirer une bonne gouvernance de la cité quand même ceux qui sont les premiers magistrats de la cité sont sans salaire? Donc moi je suis corrigé, hein? Moi je suis, ça a été corrigé, mais ils n'ont pas reçu, ils sont dans les arriérés. Donc même la correction a été mal faite. Ce que je suis en train de dire, et même cette correction, vous savez, vous ne pouvez pas voir un maire d'une ville comme Douala 1er, où vous avez les sièges de, par exemple, toutes les banques du Cameroun, ou presque, et vous savez très bien ce que ces gens gagnent, et vous êtes censé être leur premier magistrat, leur patron, et vous gagnez moins que leur chauffeur. Donc vraiment, il faut qu'on arrête avec cela. Et ce que j'essaye de dire, c'est que le but, c'est pas d'avoir des ministres qui ne gagnent rien ou un président de la République qui gagne rien. Il faut que ce soit transparent. Il faut pouvoir le justifier. Vous avez publié les salaires. Il faut les publier. Il faut que ce soit connu. Il faut que tout ce qui se passe autour des hautes fonctions de l'État soit connu de tous les Camerounais. Mais je ne dis pas que ce soit des montants dérisoires, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce sont des montants dérisoires et les gens sont obligés de joindre les deux bouts en faisant d'autres choses. Quand je dis joindre les deux bouts, je reste très gentil dans mes propos parce que très souvent, c'est pas ça. Et donc, vous voyez des ministres qui sont plus occupés à être président de conseil d'administration d'une société d'État que d'être ministre. Vous avez même la démonstration à merveille de cette situation, où vous avez un Premier ministre, le Premier ministre actuel, qui était pendant des longues années président du conseil d'administration de Camerco. Et quand, vous savez, quand il y a des réunions du conseil d'administration, le ministre de tutelle est là. À l'époque, le ministre de tutelle s'appelait Robert Nkili. Et donc, vous avez Robert Nkili qui, pendant un conseil d'administration, est le patron du Premier ministre. Et le Premier ministre ne veut pas lâcher la présidence de Camerco. Je ne pense pas que c'est parce qu'il a peur que celui qui l'ait nommé lui pose des questions, mais je pense plutôt qu'il trouvait son compte. Sur le financement des autres projets, notamment l'assurance maladie, la formation civique et militaire, j'ai des questions précises. Avec une dotation notamment pour l'assurance maladie de 500 000 francs pour soins. C'est le plafond que vous proposez. Hein? De base. De base. Ah, de base. De base. Alors, en partant sur une population de 24 millions, nous avons 12 000 milliards
Comment on finance cela? Alors déjà, vous savez, les finances publiques, ça passionne, mais c'est une science. Et qui dit science dit que c'est juste. Donc déjà, il n'y a pas 24 millions de malades qui se font tous opérer de la prostate le même jour. Ça n'existe pas. Deuxièmement, quand on parle de ménage, ça ne veut pas dire qu'on a 24 millions de Camerounais, on a 24 millions de ménages. Encore heureusement que les Camerounais se marient et ont des enfants, et ils sont dans ce compte-là. Troisièmement, il faut comprendre qu'une assurance reste une assurance, et la prime couvre le coût. Et parce que c'est une assurance sociale, il y a une grande part qui est apportée par le gouvernement. Quand la Côte d'Ivoire a mis sur pied son assurance maladie universelle, ça coûtait aux contribuables ivoiriens les premières années 15 milliards de francs. La première année, je crois. Et je propose de commencer en estimant qu'on est un peu plus ambitieux que les Ivoiriens et de débuter avec une dépense au moment où c'est volontaire et où on travaillera plus avec les étudiants. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile de commencer avec la population estudiantine, par exemple, qui a un grand besoin de cette couverture-là aussi. Et de dire qu'on va commencer avec une dépense de 25 milliards de francs. Mais je ne veux pas entrer... Monsieur Dipita, je ne veux pas entrer dans le chiffrage exact d'une assurance maladie universelle parce que c'est une décision politique, c'est une décision volontariste et la santé n'a pas de coût. Et il faut se donner les moyens. Et vous savez pourquoi il est aussi difficile d'aller vers un chiffrage exact d'une assurance maladie? C'est parce qu'il y a une grande partie de ces coûts qui représentent pour l'État des coûts fixes. Voyez-vous, nous n'allons pas construire un nouveau Lakentini chaque année. Nous allons investir pour que Lakentini puisse accueillir plus de malades, puisse être plus performant, plus accueillant, etc. Mais si vous allez à l'hôpital, ça sera compté. C'est-à-dire le fait d'utiliser les murs qui existent déjà aura un prix. Et ce prix-là, vous avez dit que vous avez le temps, laissez-moi aller jusqu'au bout. 5 minutes avant minuit. Ben, laissez-moi la santé, c'est très important. Absolument. Voilà. Donc, quand on propose cela, c'est parce que si vous passez une nuit à l'hôpital et que cette nuit coûte 20 000 francs, 10 000 francs, ce n'est pas l'État qui prend 20 000 francs pour payer la Quintini, mais on vous charge 20 000 francs pour utiliser une infrastructure dans laquelle l'État a déjà investi. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas avoir des dépenses linéaires. Donc, il faut le comprendre. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on arrête de faire croire aux Camerounais que la santé et l'éducation sont des coûts. Ce sont des investissements. Parce que quand le Camerounais se porte bien et a reçu une bonne éducation, il est productif. Et demain, on aura à la place de nos tournes d'eau des Microsoft et autres. Encore d'autres questions, mais vraiment des réponses brèves, hein, si on peut les faire en moins de 5 minutes. Écoutez, l'entrée en vigueur des APE a commencé... Il s'agit des 7 prochaines années des Camerounais, donc Absolument. Je ne peux pas faire des raccourcis dessus. Absolument. L'entrée en vigueur des APE a commencé à baisser de manière drastique les recettes de l'État. Alors, comptez-vous remettre ces accords en cause? Non. Alors, j'aimerais juste dire sur les APE en 2 mots. Le problème, ce n'est pas les APE, c'est le gouvernement camerounais. Alors, les APE, c'est une opportunité. Il n'y a aucun gouvernement qui a pu construire une croissance durable sur une fiscalité de porte. La fiscalité de porte n'est pas une niche fiscale, mais c'est plutôt un mécanisme de régulation du marché. Et donc, il faut le prendre en tant que tel. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de devenir un État qui produit de la plus-value. Et c'est ce que les APE nous offrent comme opportunité. Et je vais saisir cette occasion pour m'investir pour que les entreprises camerounaises puissent véritablement devenir productives et faire utiliser ces APE-là pour créer de la richesse locale. Vous savez, les APE, c'est très simple. Les avantages que nous avons dans ces APE-là, c'est des avantages que d'autres pays rêvent avoir. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas les entreprises, les industries qui peuvent exploiter cette niche, c'est-à-dire le fait de pouvoir exporter sans frais de douane à l'arrivée vers l'Union européenne, un marché, le premier marché mondial pour les produits d'exportation du Cameroun.
Quelle stratégie pour la promotion de l'emploi jeune? Il y en a plusieurs. La première, c'est déjà d'avoir une véritable volonté politique d'attaquer le problème en créant un fonds spécial pour cela. Nous pensons qu'il faut... nous pensons pas. Nous allons investir 10 milliards par région et par année spécifiquement pour cela. Nous allons mettre sur pied un projet très ambitieux au niveau de l'agriculture. Et quand je parle d'agriculture, je ne parle pas agriculture machette et botte, je parle agriculture vraiment autour des exploitations familiales et qui sont des véritables agribusiness et des entreprises familiales. Nous allons investir dans 5000 agribusiness par année pour créer des clusters autour de ces agribusiness, de l'agriculture, un nouveau modèle d'entreprise agricole axé autour de la jeunesse avec des nouvelles technologies, nous les savons abondantes aujourd'hui, pour faire en sorte que sur l'hectare, qu'on puisse produire 2, 3, 4, 5 fois plus qu'aujourd'hui. Mais surtout, le plus grand projet, c'est celui de la révolution numérique que nous proposons, le plan de révolution numérique qui, je crois que c'est, à mon humble avis, ce plan est merveilleux, c'est un bijou pour ce pays. Et avec ce plan-là, en un seul septennat, nous sommes capables de transformer notre pays en véritable locomotive du numérique en Afrique. Et je pense que les jeunes ne devraient pas louper cette occasion le 7 octobre de transformer notre pays en cette locomotive numérique, parce que les emplois de demain, l'industrie de demain, les opportunités de demain, surtout la plus-value de demain sera autour du numérique. Et qu'on visite le site OSIH aussi 2018.com, pour mieux développer votre programme social et économique est là-dessus. Il est là-dessus. Nous acceptons aussi la critique, mais nous disons que ce que nous proposons, c'est le meilleur projet pour les 7 prochaines années au Cameroun. Il est évident qu'en 120 minutes, il est difficile de déployer tout votre projet. On sera très heureux de vous avoir à nouveau dans le cadre de la campagne électorale, puisqu'il y aura des plages qui seront consacrées à cela. J'ai hâte qu'elle commence et d'être invité pour aller droit au but cette fois-là. Et d'avoir un véritable débat programmatique et de pouvoir utiliser vos plateaux pour démontrer qu'il faut avoir le courage de la rupture le 7 octobre. Merci. Et de redonner une nouvelle direction à notre pays que nous aimons. Merci Joshua, et tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est bonne chance. Ben écoutez, merci beaucoup et je remercie tous les téléspectateurs qui ont été avec nous aujourd'hui. Et comme j'ai dit, nous sommes disponibles, nous sommes à l'écoute des Camerounais. Je parcours tout le pays, c'est pour dialoguer avec vous, c'est pour vous écouter. Et c'est parce que je porte un projet et je crois que ce projet, c'est celui qui peut le mieux transformer notre pays. Voilà, monsieur, merci à vous également d'être resté 2 heures, une émission exceptionnelle avec le candidat Joshua aussi dans le cadre de la campagne électorale, la campagne présidentielle de 2018. Évidemment qu'il est disponible pour qu'on le reçoive à nouveau. On va tout faire pour l'avoir. Merci, bonsoir et à la prochaine édition d'Entretien avec.